Bonjour, bonsoir. Nous sommes le mardi 16 décembre, il est presque 1 heure du matin. Je reviens d'un concert, plutôt d'un concours, pareil, de musique qui s'est déroulé à la salle Cortot. Il s'agissait du 14e concours international de piano, Grand Prix Animato Paris 2014. Alors, je voudrais faire une observation un petit peu amusante et même humoristique, mais qui va, à mon avis, illustrer quand même certaines de mes réflexions. Ce programme est assez mystérieux dans sa présentation. Un, deux, trois. Donc pour chaque candidat, par exemple, je vois M. Daniel Borovitsky, Israël, il y a son programme est constitué de 3 parties. 1, Mozart, Brahms, Liszt. 2, Schumann, Beethoven, Navok et Rachmaninoff. Et 3, Ravel. Alors, il paraît que le premier jour, au tout début du concours, on a expliqué au public ce que signifiaient ces 3 parties. Et apparemment, la première partie concernait une épreuve qui était à huis clos, si j'ai bien compris. La deuxième partie, c'était la partie ouverte au public. Et la troisième partie, c'était le dernier soir, au moment où on allait décerner les prix. Mais comme ça n'a pas été expliqué par la suite, eh bien, on est arrivé à des choses assez étonnantes, et même qui défient l'entendement. J'étais à côté d'un couple, probablement des méridionales d'ailleurs, et on écoutait M. Avan Yu, un Chinois du Canada. Et donc là, nous avons le programme 1, Brahms, Debussy, 2, Beethoven, Schumann, 3, Liszt. Alors la dame qui était à côté de moi, en fait ça s'est produit sur trois candidats, parce on est 3 candidats dans la soirée. Mais on va prendre simplement le dernier cas. Alors, elle expliquait chaque fois à son mari, si tant est que ce soit son mari, elle disait, voilà, maintenant on est en train de jouer Brahms, maintenant on est en train de jouer Debussy, maintenant on est en train de jouer Beethoven, maintenant on est en train de jouer Schumann, et puis on va jouer Liszt. C'est-à-dire qu'elle lisait les 3 parties. Et elle se persuadait que ce monsieur suivait le programme 1, 2, 3. Elle ne voyait pas pourquoi dans 1 il y avait 2 noms, dans 2 il y avait 2 noms, mais bon, elle était persuadée qu'on nous jouait tout ça devant elle. Donc, alors que le chinois avait commencé par la Passionata de Beethoven, elle était persuadée que c'était un intermezzo de Brahms. Et puis le deuxième morceau, le deuxième mouvement de la Passionata, elle a pensé que c'était du Debussy, et ainsi de suite. Et puis à la fin, elle a annoncé à son mari, ah ben maintenant on va jouer du Liszt, puisque c'était la dernière mention sur le programme, alors que c'était la phase 3. Et alors je leur ai dit à la fin, je leur ai dit, mais vous n'avez rien compris au système, et votre femme vous a dit n'importe quoi. Alors, c'est intéressant parce qu'en plus, il y avait quand même des repères. Parce que tous les candidats, les 3 candidats qui ont joué ce soir, jouaient tous les 3 les Kinderszenen, opus 15, numéro 1 et 13 de Schumann. Donc on avait au moins une pièce qui revenait 3 fois dans la soirée. Mais ça n'a pas du tout gêné cette personne-là. Elle l'avait écouté déjà 2 fois, les Kinderszenen, mais ça ne la gênait pas d'associer les Kinderszenen chaque fois à un autre compositeur, puisque ce n'était pas dans le même ordre. Alors, moi, je ne sais pas, je vous donne ça comme pièce à conviction, si vous voulez. Alors, premièrement, cette femme ne connaît rien à la musique classique, ne connaît pas les œuvres,
voit du Debussy là où c'est le deuxième mouvement de la Passionata de Beethoven, et ainsi de suite. Alors, elle essaie de se faire passer aux yeux de son mari comme très mélomane et très compétente. Elle a l'amabilité de lui expliquer pendant les 3 heures du concert avec les 3 pianistes. Bon, alors évidemment, quand on change de piano, et pourtant, il y avait un animateur quand même qui disait à peu près ce qu'on allait jouer. Mais bon, c'était, elle n'en tenait pas compte. Elle avait le programme sous les yeux. Le programme disait d'abord il y a Brahms, Schubert, etc. Elle ne voulait pas entendre que on lui avait expliqué que, en fin de compte, ça commençait au point 2 et non pas au point 1, et qu'on ne jouerait pas le point 3. Donc, elle avait son programme sous les yeux, elle y tenait dur comme fer, et elle s'est persuadée. Alors, c'est pas difficile de se persuader parce que, comme il y a dans la plupart des œuvres des mouvements successifs, elle se persuadait facilement que lorsqu'on avait un deuxième ou un troisième mouvement, on passait d'un compositeur à un autre. Elle ne voyait pas le rapport. Par exemple, la Passionata, eh bien, elle lui a associé 3 compositeurs successifs. Du Brahms pour le premier mouvement, du Debussy pour le premier mouvement, et puis un petit peu de Beethoven probablement pour le troisième mouvement. Bon. Mais bon, moi je ne comprends pas très bien, alors, qu'est-ce que c'est que cette façon de vouloir se rendre intéressante en expliquant à son mari très charitablement quels étaient les compositeurs qui se succédaient, en suivant religieusement le programme tel qu'elle l'avait compris et mal compris, et tel qu'elle n'avait pas été capable de le reconstituer dans sa logique interne et intrinsèque, et surtout une incapacité à distinguer le style des différents compositeurs. Voilà, alors, bon, ce que je dis n'est pas très charitable, je veux bien le reconnaître. Enfin, je n'ai pas cité de nom. J'ai simplement fait remarquer à un assistant de l'organisateur qui aurait quand même pu le préciser chaque fois en début de chaque session de 3 pianistes. Ça aurait été gentil de rappeler que le 1, c'était des pièces qui avaient été jouées avant et qu'on n'allait plus jouer maintenant. Que le 2, c'est des pièces qu'on allait jouer maintenant, mais pas le 3 qu'on jouerait seulement le lendemain. Bon, moi je pense quand même qu'il y a une carence remarquable de la part des organisateurs de ce concours. D'autant plus qu'il n'y a aucun commentaire concernant cette disposition. Sinon un commentaire oral qui a certainement été donné au tout début, alors qu'on savait très bien que tout le monde ne serait pas là, tout le public ne serait pas là au tout début, c'est-à-dire le samedi soir. Bon. Donc la puissance de l'écrit est quelque chose d'extraordinaire. Les gens, à partir du moment où ils ont un texte écrit, ils voient la réalité au prisme de ce texte écrit. Donc, on leur donne un texte, bon, admettons qu'il est mal compris, mais c'est pas grave, de toute façon, la musique qu'on va leur faire passer, elle devra correspondre à ce texte. Ils se persuaderont que c'est cela. Ils se persuaderont, par exemple, que le carnaval de Schumann, c'est du Liszt, que la deuxième, que je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a joué encore enfin, comme ça, ils se persuaderont que Bartók, en fin de compte, c'est du Scarlatti, etc. C'est n'importe quoi. Donc cette religion du texte écrit, imprimé, et qu'on utilise de manière stupide, idiote et ignorante, bon, il peut y avoir aussi des hommes qui font ça, mais malgré tout, je sais que j'ai l'esprit mal tourné, mais malgré tout, quand même, ça me fait réfléchir, ça me paraît assez emblématique d'une certaine forme de fonctionnement féminin. Bon. Alors, je crois que j'ai rarement eu l'occasion d'assister à une manifestation aussi burlesque du rapport à l'écrit et du rapport de l'écrit au réel. Alors évidemment, le réel, en l'occurrence, c'est de la musique. Vous savez, la musique, bon, la musique, on y voit ce qu'on veut et on peut confondre. Mais il y a quand même des limites. Alors évidemment, si c'était des fleurs, on pourrait aussi dire qu'on les confond. C'est-à-dire qu'à ce petit jeu, on s'aperçoit que
un texte écrit va nous amener à décrire des choses qui sont peut-être pas complètement décalées. Et on va les voir. Imaginons par exemple que je suis dans un zoo et que j'inverse, je donne un programme des, des différents animaux qu'on va voir à la suite les uns des autres, n'est-ce pas? Et puis, bon, on a oublié quelque chose, il y a un truc qui est décalé, il y a un nom d'animal qui est décalé, et ce petit décalage va faire que les gens vont croire que la girafe c'est un hippopotame, par exemple, ou que l'éléphant c'est un singe. Et mais quelque part, ils sont partagés, ils ont un texte qui dit ça, et puis il y a une réalité, mais ce texte il est censé nous décrire cette réalité. Donc, si on nous dit que cette girafe c'est un hippopotame, bon, ben, c'est marqué comme ça, voilà, il faut l'appeler comme ça. Je ne sais pas quelles sont les limites de la connerie, ça c'est une question qui peut se poser. Donc, bon, sur le plan psychologique, alors n'en parlons pas. Hein. Sur le plan psychologique, quelqu'un, un astrologue amateur comme ça, il a la carte du ciel qui indique ceci ou cela. Bon, alors, et puis la personne peut regarder elle sur elle-même, elle va dire ah ben oui, tiens, j'ai appris, la personne qui a appris l'astrologie, elle va regarder ce qu'elle est, ou ce que font les autres, à travers le thème astral. Et donc, elle va voir ce qu'elle a envie de voir, encore une fois. De même qu'elle va entendre ce qu'elle a voulu entendre. Elle va croire entendre de tels compositeurs que c'est notre compositeur qui a vécu 200 ans plus tôt. Les gens sont capables de s'auto-déterminer, de s'auto-suggestionner à partir d'un texte qui fait référence, qui est donné par l'autorité en quelque sorte, et la réalité, au fond, la réalité, elle est complètement en fonction de ce texte, de l'ordre. Notamment, cette notion ici, c'est la notion d'ordre, voyez-vous, qu'on trouve en astrologie aussi. C'est-à-dire, on vous donne une succession, une liste, voilà, c'est la notion de liste. On vous donne une liste d'animaux, de compositeurs, de n'importe quoi, même de légumes, je ne sais rien. Et après, on vous place devant une série de boîtes, par exemple. Et dans chaque boîte, il y a des objets, il y a des légumes, il y a des fruits, il y a n'importe quoi. Et des plantes. Et on vous dit, voilà, ces boîtes correspondent à votre papier. La boîte numéro 1 correspond au numéro 1 de votre papier, la boîte numéro 2 au numéro 2. Eh bien, je dirais que beaucoup de gens, quel que soit le domaine, y trouveront des adéquations. Il y aura peut-être des résistances. Voilà un test qu'il faudrait faire. Je ne sais pas si on a fait ce test. La liste, 20 points sur la liste, et puis 20 boîtes, ou 20 objets, ou 20 morceaux de musique qu'on vous présente, ou 20 tableaux, n'importe quoi. Et on va voir quelles sont les personnes. Alors, donc il y a une erreur quelque part dans la liste, bien entendu, ou il y a une erreur, ce qui est pareil, dans la distribution des objets, si on même. Toujours est-il que les deux ensemble ne sont pas coordonnés, sont décalés. Qui s'en apercevra? Qui s'apercevra qu'il y a un décalage? Et qui trouvera que ça correspond tout à fait, la liste correspond tout à fait à la réalité? Voilà une question que je me pose, et je pense que ça nous fait venir sur cette idée qu'il faut multiplier les expériences, avec les petites filles et les petits garçons, avec les hommes et les femmes, pour voir si tout le monde fonctionne de la même manière, ou si ce type de test, appelons ça le test Heilbronn, ce type de test est révélateur de différences de fonctionnement. À bon entendeur, salut.